thérapeutique rapide parce qu'il faut que je tienne le temps. Alors je crois que tout dépend encore une fois si on travaille avec l'enfant au moment où il est en situation de difficulté, où il vient de subir le traumatisme, ou si on travaille avec des adultes qui ont subi tout ça dans leur enfance. Alors, avec l'enfant, je pense qu'il peut être très important de travailler avec des moyens, des vecteurs artistiques qui peuvent être le dessin, qui peuvent être même des pâtes à modeler, enfin, ça dépend après de l'âge de l'enfant, du théâtre, de l'écriture. Donc tout ce sont des moyens de pouvoir dire aussi, alors le jeu évidemment, de pouvoir dire ce qui se passe. Alors je vous prends un exemple, c'était très très émouvant et très beau. J'avais suivi un petit enfant qui avait été vraiment torturé par sa mère, enfin ça avait été terrible, et sa mère était en prison. Et pas pour ça, mais parce qu'elle avait tenté de torturer une autre femme adulte. Donc le juge avait estimé pour cet enfant, mais pourtant il y avait tous les certificats médicaux, mais c'était des fois les incohérences. Et le grand jeu favori de cet enfant, c'était de jouer avec des animaux, et les animaux au zoo. Alors on mettait tout le monde en cage, et tout le monde allait, tout le monde qui sortait de la cage, tous les animaux, il fallait vite les remettre en cage, parce qu'il avait très très peur que sa mère sorte évidemment de prison. Donc c'était très joli, il avait fait un travail autour du chant, etc. Et je crois que tous ces outils, parce que l'enfant il passe beaucoup par l'imaginaire pour dire ça, il n'a pas forcément le langage des adultes. Et puis des fois il va dire les choses de façon détournée. Alors la thérapie familiale, elle peut être très intéressante, sauf si on est dans une prise en charge tardive. C'est un petit peu comme l'équivalent de la médiation en entreprise. Si on est dans une prise en charge tardive, il y a eu des traumatismes graves, et donc c'est très compliqué de rattraper tout ça. Alors, il faut bien évidemment écouter l'enfant et lui rappeler ses droits, rappeler les droits et les lois de l'humanité. Il faut faire attention à l'enquête et au pronostic et au voyeurisme et à l'intrusion. Alors ça, il faut faire très attention à ce qu'on peut induire aussi chez l'enfant. Par exemple, j'ai un enfant qui avait été très traumatisé parce qu'une assistante sociale lui avait dit au cours de l'enquête: penses-tu que ton père aurait pu te violer? Donc la petite fille était très mal, parce qu'elle n'avait jamais imaginé ça. Donc du coup, ça avait créé le traumatisme. Et le père n'avait pas du tout eu des pratiques comme cela avec sa fille. Et donc travailler sur l'imaginaire de l'enfant pour essayer d'enlever les terreurs en fait, liées au traumatisme harceleur. Alors parfois pour les adultes, cette fois, les anciens enfants harcelés, la rupture peut être la seule solution. Alors quand à plusieurs conditions, la rupture avec les parents. La première condition, c'est d'avoir évidemment souffert des choses absolument horribles et qui sont du harcèlement familial. Et la deuxième chose, c'est que les parents ne reconnaissent pas, malgré les tentatives de dialogue, etc., sont toujours dans le déni. Et là, c'est très compliqué pour l'adulte de se construire. Donc là, en général, ça signe l'échec de la prévention. Il y a eu trop de douleurs et de souffrances psychiques. Et les adultes, anciens d'enfants harcelés, doivent se protéger parce que souvent le système continue sur eux par les parents jusqu'à la nuit des temps. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et en tant que thérapeute, c'est important de leur donner une écoute bienveillante et protectrice. Alors protectrice, ça veut dire aussi de bien préciser que c'est un espace qui n'est qu'à eux et que les parents ne pourront pas forcément rentrer dans cet espace, sauf si eux le désirent et le souhaitent et que c'est travaillé, etc. Mais qu'on ne peut pas ouvrir cet espace aussi aux harceleurs. Donc ça, c'est hyper important. Alors, conclusion, c'est quand même de dire que les enfants qui sont harcelés s'inscrivent aussi, cette dimension, elle s'inscrit aussi dans une instrumentalisation moderne des enfants, et je crois que c'est important d'en prendre vraiment la mesure, où les enfants deviennent des objets de consommation et de marketing. Alors par exemple les publicités attractives où les enfants sont mis en scène, par exemple des objets de manipulation, par exemple des publicités qui visent à ce que les enfants soient manipulés dans leurs désirs pour faire pression sur leurs parents pour acheter tel ou tel produit. Donc on a quand même un contexte compliqué d'instrumentalisation. On a un contexte aussi de démission éducative, alors qui est lié pas nécessairement surtout aux difficultés que peuvent rencontrer les parents dans le contexte social, et donc qui ont de plus en plus de pression, de moins en moins de soutien. Donc en France en tout cas, on va souvent coller l'enfant devant la télévision pour qu'il laisse tranquille et qu'il laisse souffler les parents. Or, le problème, c'est qu'on peut avoir des risques de diffusion aussi de scènes sexualisées, d'images violentes, etc., que ce soit sur Internet, sur la télévision, et qui sont problématiques aussi du point de vue de ce que peut représenter l'enfant dans notre société.
Donc ça pose la question, quel respect avons-nous de l'enfant actuellement? Je pense qu'on doit toujours y réfléchir. Alors on a bien avancé quand même depuis le siècle dernier, mais peut-être on peut y réfléchir encore davantage. Et une autre question, comment des parents peuvent-ils avoir la force et les moyens de résister à cette instrumentalisation permanente de l'enfant par son environnement? Ça, c'est sans parler de cas pathologiques très lourds, il y a quand même ces phénomènes. Autre phénomène de société, une banalisation progressive de la violence. Alors par exemple, on peut entendre en France une bonne fessée de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Alors ça peut être une banalisation quand même, parce que du point de vue psychologique, la fessée c'est quoi? C'est un geste érogène violent sur une partie intime et érotisée, donc les fesses a priori du corps de l'enfant, qui doit lui appartenir. Donc on ne peut pas lui dire en même temps, c'est pas ton corps t'appartient, et donner des fessées. Ça signe aussi l'échec de l'autorité parentale, c'est-à-dire si on est obligé de frapper, c'est qu'on n'a pas été en capacité de rester dans la parole pour sanctionner, et encore une fois la distinction de la sanction et de la punition. Alors encore une fois, le message que moi je souhaite vraiment faire passer, c'est que la fabrique du harcèlement au travail, tout ce qu'on peut voir au niveau de la société adulte, s'enracine dans le harcèlement intrafamilial. Je crois que ça c'est très important. Donc la prévention, elle commence par la prise de conscience de tous ces phénomènes harceleurs. Et cette continuité temporelle entre le harcèlement intrafamilial, ces traumatismes générés, et le harcèlement au travail, même s'il y a des variantes, évidemment, puisqu'il y a des organisations du travail, etc. Mais les organisations du travail, elles sont d'abord liées à des êtres humains qui les habitent. Alors je voudrais vraiment remercier, et cette fois m'arrêter là pour les questions, mes patients, mon associée Françoise Bélanger ici présente, l'hôpital Louis H. Lafontaine pour son accueil, et vous tous pour votre présence et votre attention. Voilà, et je reste disponible pour les questions et les débats. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des... Merci beaucoup, Dr Guilherand. Alors, juste pour vous rappeler, si vous voulez poser des questions, utilisez le micro, s'il vous plaît. Ça permettra aux participants des sites de nous écouter. Ils sont également invités à poser leurs questions à notre conférencière. Merci. Je ne sais pas si vous l'avez parlé un petit peu durant la présentation, mais vous disiez, bon, les enfants ont souvent même tendance à protéger leurs parents par la suite de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Je ne sais pas si vous en avez... Oui. Alors, ce qui explique en fait les hypothèses qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que les enfants ont tendance à protéger leurs parents quoi qu'il en soit. Alors déjà, il y a le lien de dépendance extrêmement fort, et puis on a du côté de l'enfant de toute façon un amour inconditionnel pour ses parents qu'on ne retrouvera pas plus tard. Des fois, les parents se narcissisent avec, on va voir le papa qui va dire il m'a dit que j'étais le plus beau du monde. Bon voilà, ça c'est des phénomènes d'amour inconditionnel parce qu'il est intégralement dépendant. Donc comme il est intégralement dépendant, il va créer des stratégies pour quand même préserver l'image de la personne dont il dépend intégralement. Je crois que c'est peut-être là qu'on a des pistes d'explication. Donc protéger à tout prix, comme on protège son tortionnaire quand on est dans des situations avec le tortionnaire, puisqu'on en est intégralement dépendant. Donc on va essayer de se mettre à la place du tortionnaire, comprendre comment il fonctionne et essayer de... Voilà. Je crois qu'il y en a des phénomènes d'idéalisation des parents, du fait que de considérer que son parent est le parent idéal, alors que c'est un parent complètement harceleur, parce qu'on va se créer une réalité pour essayer de protéger, sinon c'est insupportable de voir la réalité telle qu'elle est à ce moment-là. Donc c'est souvent adulte, quand on va être sorti du système, qu'on va avoir récupéré d'autres sources, qu'on va accepter de voir progressivement les choses telles qu'elles étaient. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un commentaire. Est-ce que ça explique un peu le fait qu'il y a plusieurs adultes, à un moment donné, qui décident de poursuivre les parents? Là, il y a beaucoup, depuis quelques années, d'accusations faites. Oui, oui. Donc, effectivement, il y a des adultes qui, des années après, vont décider effectivement de poursuivre les parents. Alors, ça veut dire qu'ils ont déjà fait un gros travail de prise de conscience, de mise à distance, et qu'ils estiment que, effectivement, mais c'est vrai que ça peut prendre des années. C'est-à-dire qu'on est surpris des fois de dire, mais finalement, la personne, pourquoi elle ne l'a pas dit plus tôt? Pendant 10 ans, elle n'a rien dit, et puis là, on découvre qu'il y a
il y a eu des agressions sexuelles, il y a eu telle ou telle chose. Et souvent, c'est que la personne, elle a mis du temps à accepter l'idée qu'elle était victime. Et ça prend du temps. Et puis qu'elle a réussi à trouver d'autres ressources pour faire face, pour affronter en fait ce système familial. Et c'est très compliqué parce que souvent il n'y a pas de preuves évidemment de ce qui est avancé. Donc c'est encore une autre histoire après compliquée, mais c'est vrai que c'est le fruit d'un travail qui prend beaucoup de temps. Voilà. Donc, mais nous on est surpris de l'extérieur, on se dit effectivement c'est bizarre, pendant des années elle ne nous a rien dit, on découvre qu'il s'est passé ça. Et des fois on le découvre à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire que la personne va dire, une fois adulte, ben voilà, j'ai subi ça de la part de telle personne dans la famille, les autres membres de la famille qui ne sont pas forcément au courant et qui vont découvrir ça, et ça fait un choc pour tout le monde, parce qu'évidemment, pourquoi tu ne nous as pas parlé pendant des années, etc. Et c'est le temps de préparation et de trouver une ressource d'affronter en fait les choses. Voilà. Il y avait une question peut-être, monsieur. Oui. Je ne sais pas si vous avez un micro. Il y a madame qui veut poser une question. Je me demandais si l'engouement pour le virtuel, je regardais ça socialement parlant, je prends l'exemple, par exemple, l'engouement pour Harry Potter et tout ce qui est virtuel, l'accès mis beaucoup sur, souvent des fois, d'être branché sur l'ordi tout le temps. Je me demande s'il n'y a pas un symptôme dans ça d'une souffrance sociale qui fait qu'à un moment donné, on se sent plus confortable justement dans le monde virtuel parce que la réalité, on est trop difficile à vivre. Je crois que c'est une remarque très intéressante et que vous avez certainement tout à fait raison, qu'il y a une fuite dans le monde virtuel. On le voit même pour les adultes, avec des jeux et des recréations de réalité et de création d'autres vies dans le virtuel, bien sûr, parce qu'il y a une souffrance sociale. Oui, et qu'on a des outils du coup pour créer le monde idéal qu'on voudrait avoir, bien sûr. Et qu'est-ce que serait le moyen thérapeutique à ce moment-là pour changer un peu cette tendance-là? Alors, je crois que, je ne sais pas si c'est un moyen thérapeutique, mais une prise de conscience sociale, c'est comme je citais, la publicité, etc., toutes ces pressions qu'on peut avoir, où des fois il n'y a pas de régulation. Je crois qu'il y a vraiment des prises de conscience sociale, même politiques, peut-être à avoir de ces phénomènes. Et c'est bien au-delà du thérapeutique, je pense. J'aimerais ça faire un parallèle avec l'actualité et le colonel Russell Williams. J'ai entendu cette affaire. J'ai écouté un exposé d'un sexologue qui mettait en lumière les composantes narcissiques, le désir de contrôle, le plaisir qu'il va chercher dans les yeux de la victime. Puis en même temps, ça me fait penser à ce que vous disiez par rapport aux gens qui ont une bonne carrière, une bonne réputation de bon père de famille, ce qui est troublant à la fois. Mais pour vous, les composantes narcissiques, est-ce que vous les mettez en évidence également dans ces cas-là? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est important que vous posiez cette question. Ça me permet de préciser. Bien sûr que le problème, il est narcissique de la part. C'est pour ça qu'à un moment, je parlais de frustration sociale, mais il y a un problème narcissique pour le parent harceleur qui va du coup se décharger sur son enfant de son problème à lui. Alors, soit parce que c'est une personnalité très narcissique et qui est très réalisée socialement et qui a besoin de toute façon de contrôler tout et de se décharger sur tout le monde, que ce soit au travail ou à la maison, ou alors au contraire une personne qui n'arrive pas à se réaliser socialement, n'arrive pas à être épanouie et qui du coup va encore plus se décharger sur ses enfants. Mais on a de toute façon des profils dans les cas où ça dégénère beaucoup, où c'est très grave, ce sont des profils évidemment pervers ou paranoïaques ou encore pire, psychopathes comme l'histoire du colonel. Je crois qu'on a vraiment des profils qui ne sont pas réceptifs en fait à la subjectivité de l'enfant. Je crois que c'est ça la composante, c'est une personnalité narcissique, elles n'ont pas de réceptivité à l'idée que l'enfant c'est une autre personne, c'est une petite personne en tout cas, qui a une subjectivité, qui a des émotions et qui ne nous appartient pas. Même si on est la maman, le papa et que c'est le fruit de notre chair, il ne nous appartient pas parce qu'il a cette subjectivité. Et souvent, dans les cas de harcèlement familial, on a l'impression que l'enfant c'est vraiment la propriété du parent. Et que si on dit quelque chose, oh là là, je fais ce que je veux, c'est mon enfant. Alors non. C'est effrayant également le fait
qui ont seulement besoin de leur dire t'as pas le droit d'en parler à l'extérieur, puis que ça soit respecté, puis eux peuvent poursuivre leur comportement inadéquat avec la quasi-certitude qu'ils ne seront pas dénoncés. Mais c'est un peu... ça c'est effrayant parce que dans le cas du colonel Russell Williams, il collectionnait les sous-vêtements, il gardait chez eux, il prenait des photos. Donc il se met à risque, mais en même temps, il y a comme cette impression-là d'être invincible. Puis c'est la même chose dans votre exposé, des parents qui vont violer tout ça, puis seulement en leur disant écoute, tu peux pas en parler, tu n'as pas le droit, tu peux le respecter. Oui, non, c'est absolument effrayant. Et dans le cas du colonel, on retrouve des choses identiques dans le phénomène dans la famille. Il y a aussi cette fonction d'autorité sociale. Enfin voilà, il est colonel, donc forcément il a cette gratification sociale. En aucun cas on ne pourrait soupçonner qu'il se passe des choses comme ça. Et c'est pareil dans les cas que j'ai cités, c'est vrai qu'on a, moi je sais pas si des grandes positions sociales des parents. Évidemment, ils ont plein de réseaux relationnels, donc ils étouffent tout. Et puis, vraiment, la patiente là, qui a essayé systématiquement de porter plainte, s'était étouffée, la plainte disparaissait. Enfin, c'était très étonnant. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour votre exposé, c'était très, très intéressant. Merci à vous. Voilà, un gros merci, Dr Villeurand. Juste pour vous rappeler que les livres de Madame Villeurand sont disponibles. Alors, on prend une dernière question. Ok, merci. Je voulais savoir, est-ce que vous avez regardé des caractéristiques auprès des personnes qui deviennent soit abuseurs ou qui la subissent finalement? Est-ce qu'il y a des différences intra-psychiques au niveau de l'enfant? Alors oui, la différence, alors les traumatismes sont parfois équivalents, mais il y a une différence quand même chez celui qui devient, on va dire, abuseur. Alors il peut y avoir plusieurs situations. Soit on lui a donné ce rôle dans la famille, parce qu'on peut lui avoir donné ce rôle. Par exemple, j'ai une situation en tête où il y a deux frères, et il y a un frère à qui on a confié le rôle de martyriser son petit frère. On a déjà confié le rôle quand il était enfant, mais forcément plus tard, le rôle il va le perpétuer. Sauf s'il l'a travaillé. Soit ça va très tôt, on va le voir très tôt chez l'enfant, où il va retourner à un moment donné ce qu'il subit, soit sur des animaux, soit sur d'autres enfants, et de la violence sur d'autres enfants, etc. Il va reproduire les situations qu'il subit. Donc ça se voit quand même assez tôt, même souvent dans la cour d'école. Souvent, c'est qu'il n'y a pas du tout de personnes bienveillantes autour pour l'abuseur. Pour celui qui devient harceleur. Il n'y a pas du tout de personnes bienveillantes autour de lui et il n'arrive pas à s'en créer une sur le plan imaginaire. Donc pour lui, la vision du monde, elle est extrêmement noire dès le début. Il n'y a pas du tout de personnes qui vont avoir de l'empathie avec lui ou s'intéresser à sa personne. Et c'est ce qu'on voit chez les psychopathes, puisqu'on parlait du colonel. Nous, je pense qu'on a eu des grosses affaires aussi. Ce sont des trajectoires familiales absolument complètement terrible et disloqué. Il n'y a jamais eu un interlocuteur bienveillant à un moment donné sur la route de l'enfant. Et je crois que c'est peut-être là la petite différence. Est-ce qu'on peut penser que la personne est capable, par exemple, de cerner certains moments, quand vous disiez qu'à certains moments, la mère donne des cœurs à l'enfant, puis lui dit qu'il l'aime, puis qu'il est son ennui, versus à d'autres moments où elle va le maltraiter. Est-ce que l'enfant peut être capable comme de scinder ses expériences pour se créer en quelque part une mère bienveillante, ou est-ce qu'il va pouvoir s'appuyer dessus? Quand vous dites une personne bienveillante, est-ce que ça peut être une partie de la mère qui peut scinder l'enfant? Alors c'est très très compliqué, c'est vraiment les situations les plus compliquées celles-là. Encore une fois, psychologiquement, c'est très incohérent pour l'enfant. Donc ce que l'enfant peut faire dans ces situations, c'est gommer, parce que le psychisme, il a des pouvoirs absolument extraordinaires. Il oublie tout ce qui se passe, comme dans les violences conjugales, on oublie tout ce qui s'est passé et on ne retient que la protestation d'amour, en fait, pour arriver à se créer un monde où on parvient à exister, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et c'est comme ça que l'enfant va essayer de se raccrocher, on va dire, à ces protestations d'amour, mais du coup c'est très très compliqué
après pour se structurer psychologiquement, alors que l'enfant qui a été systématiquement, comme le vilain petit canard, il n'y a pas eu de protestation d'amour du tout, bon, mais il se dit, voilà, cette famille, elle n'est pas pour moi. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes, évidemment, ensuite de reconstruction, mais on n'est pas pris dans un système de paradoxe, de perversion qui là est compliqué à défaire après. C'est ça surtout. Donc, en général, c'est très déstabilisant. Les enfants peuvent réagir très très mal aux protestations d'amour et en même temps, la personne va maltraiter. Donc voilà. Merci encore une fois. Et puis, Merci. Et bon retour.